Jeudi 2 juillet 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. Dans les actualités de ce soir, partons à Toamas, où les habitants des Fukuntani, Tanamaku, 12-14 et Kondoker refusent le remplacement de leur chef de Fukuntani. À travers leur mouvement de protestation et les banderoles qu'ils ont brandis, les habitants affirment ne pas vouloir de personnes nommées. Ils réclament plutôt une élection afin que ce soit des responsables appréciés par la population qui échange avec les habitants et recueille leurs doléances. Reportage sur les images de l'équipe de Viva Toamas. Selon les habitants, la nomination du chef de Fukuntani à Tanamaku 12-14 constitue une injustice et une confiscation du choix populaire. La personne désignée par l'État ne leur est pas inconnue. Elle traîne déjà une mauvaise réputation et ne bénéficie pas de la confiance de la population. Les habitants du Fukuntani Kondoker 3111 déclarent également qu'ils ne laisseront pas les personnes nommées prendre leurs fonctions. Selon eux, les candidats au poste de chef de Fukuntani doivent passer par une élection et le pouvoir à la base ne doit pas être soumis à des calculs politiques. L'opposition à la nomination des chefs de Fukuntani ne se limite plus à Antananarivo. Le mouvement s'étend désormais dans plusieurs régions. À Toamas, les habitants affirment que la mobilisation ne cessera pas tant que l'élection des chefs de Fukuntani ne sera pas organisée. Mais ce n'est pas seulement à Toamas, 4 des 7 chefs de Fukuntani de la commune d'Anjanaoch à Aitosi devaient être remplacés. La passation de service entre les nouveaux chefs de Fukuntani et ceux encore en fonction devait avoir lieu aujourd'hui, mais elle n'a pas finalement pu se tenir en raison de l'opposition des habitants des Fukuntani concernés. Les détails avec Rose Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Ces tracts sont affichés un peu partout dans la commune d'Anjanaoch à Aitosi. Les habitants des Fukuntani d'Anjanaoch, Suomenpit, Avarabuich et Ambanyal refusent la révocation de leur chef de Fukuntani. Selon eux, les personnes qui connaissent le mieux leur Fukuntani sont celles qui doivent être maintenues à ces postes. Les passations de service entre les anciens et les nouveaux chefs de Fukuntani devaient se dérouler aujourd'hui à 8h30, à 11h et à 13h. Elles n'ont toutefois pas pu avoir lieu. Revenant dans le centre-ville, les commerçants du marché de jeudi à Anous ont observé une grève aujourd'hui. Ils refusent l'installation de vendeurs à l'extérieur du marché. Les commerçants grévistes réclament ainsi que ces vendeurs s'installent à l'intérieur du marché. De son côté, le directeur des marchés au sein de la commune urbaine d'Antananarivo a indiqué que l'emplacement des vendeurs à l'extérieur chaque jeudi n'est que provisoire en raison des travaux de réparation des conduites autour d'Anous. Radroman Zatouf nous en dit plus. La présence de vendeurs à l'extérieur du marché a surpris les commerçants installés à l'intérieur du marché du jeudi. Ces vendeurs extérieurs ont été placés par la commune en face du marché sur le parking. De ce fait, l'entrée du marché où exercent les commerçants a été obstruée. Le parking désigné aux voitures et aux motos des clients a également été occupé par ces vendeurs installés à l'extérieur. Les commerçants grévistes réclament une solution et demandent que les vendeurs soient installés à l'intérieur du marché. Selon les explications, il reste encore des emplacements libres au sein du marché pouvant accueillir ces vendeurs. Par ailleurs, le directeur des marchés au sein de la commune urbaine d'Antananarivo a déclaré que la présence de ces vendeurs devant le marché du jeudi est seulement provisoire en raison des travaux de réparation d'une conduite principale autour d'Anous. Selon les informations, l'intérieur du marché de jeudi à Anous compte 650 commerçants. Nos actualités diverses. Ces derniers jours, les avis de disparition d'enfants se sont multipliés sur les réseaux sociaux Facebook depuis le 26 juin dernier jusqu'à hier, 1er juillet. Parmi les cas qui ont particulièrement marqué l'opinion figure la disparition de Sahal, une fillette de 12 ans portée disparue le 29 juin dernier, retrouvée morte hier à Mbwanzube. Outre son cas, 6 autres garçons et petites filles âgées d'environ 4 à 17
sous-traitants font également l'objet d'avis de recherche publiés par leur famille sur les réseaux sociaux durant la même période. Une femme adulte âgée de 31 ans est également portée disparue depuis le 30 juin dernier. La plupart de ces avis de disparition concernent la capitale, tandis qu'un cas a été signalé à Mahajanga. Dans l'actualité politique, la SADC ouvrira de nouveau un bureau de liaison à Antananarivo et suivra de près la mise en œuvre par le régime en place des recommandations relatives à la résolution de la crise politique à Madagascar. Parmi celles-ci figure l'organisation d'une concertation nationale à laquelle tous les Malagasy pourront participer. Reportage de Seheno Ranirlanto et Yves Chanel. Dia natokana ho an'ny malagasy io fotoana andeha am-pirenena eo fa tsy ho an'olona avy any ivelany, tsy ho an'olona tsy malagasy. Mazava angamba tiako tenenina amin'izay malagasy no mandray anjara amin'io fa tsisy olona izay eritreretina fa tsy malagasy no mbola handray anjara amin'io. Selon ce père de famille, cela signifie qu'être malagasy, c'est être un citoyen né dans le pays, de père et de mère malagasy et avoir vécu à Madagascar. L'expert en relations internationales a également souligné que l'origine d'une personne définit d'abord son existence et indique son appartenance citoyenne, tout en garantissant surtout sa nationalité. Rappelons ici la déclaration de Sitene Rajanasulniek le 26 mai 2026. Qu'il n'y ait plus de distinction entre ceux qui viennent des régions, du centre du pays, les Chinois, les Karana, les Vasa ou la diaspora, car nous sommes tous Malagasy. Lundi dernier, la SADC a affirmé la nécessité de permettre à tous les Malagasy, y compris les responsables politiques contraints à l'exil, de participer à la concertation nationale. Dans les actualités économiques, le mécanisme d'ajustement automatique des prix des carburants va être réactivé après avoir été suspendu depuis le 7 avril dernier. Le Conseil des ministres a adopté hier le décret y afférent. Selon les informations disponibles, les variations des prix des carburants ne devraient pas dépasser 200 arrières. Christelle Rakoutmalal nous en dit plus. Le mécanisme d'ajustement automatique des prix des carburants est un dispositif déjà appliqué auparavant dans le cadre des engagements pris avec le Fonds monétaire international. Ce système avait été suspendu en raison des fortes tensions sur le marché international du pétrole provoquées par le conflit au Moyen-Orient. Cette situation avait toutefois entraîné un important écart entre le véritable coût du pétrole importé et les prix pratiqués par les compagnies pétrolières. Pour combler cet écart, l'État avait alloué une enveloppe de 419 milliards d'ariars. Après réflexion, les autorités ont finalement décidé de réactiver le mécanisme d'ajustement automatique qui devrait entrer en vigueur prochainement. Sur le plan international, la situation est aujourd'hui considérée comme relativement stable, notamment dans le détroit d'Ormuz. Le prix du baril de Brent, référence mondiale du pétrole, s'établit autour de 71 $ américains. Et le gouvernement attendra-t-il que les travailleurs du secteur privé descendent dans la rue avant d'appliquer le salaire minimum de 360 000 arrières? C'est la question posée aujourd'hui par les membres du Srinjana syndical lors de la marche qu'elle a organisée à Mazoarive. Selon les explications des leaders de ce syndicat, le décret d'application relatif à la révision du salaire minimum se trouve déjà au niveau de la primature, mais il n'a toujours pas été publié jusqu'à présent. Reportage. 360 000 arrières, c'est le salaire minimum que le Srinjana syndical réclame pour les employés du secteur privé. Une revendication portée à la connaissance des responsables de la primature. Selon les explications, cette institution constitue jusqu'à présent le blocage dans l'application du décret relatif à la hausse du salaire minimum. Cette revendication avait déjà été annoncée le 1er mai dernier par le syndicat dénommé Srinjana syndical, puis rappelée à plusieurs reprises à travers des courriers et des rencontres avec les responsables. Ce qui est désormais attendu, c'est une évolution concrète vers l'application de cette hausse. Le bras de fer se durcit entre l'État et les acteurs du secteur privé. Cela a commencé avec le groupement des entreprises de Madagascar, OGEM, qui a annoncé la suspension du dialogue avec l'État. Hier encore, le GEFP, groupement des entreprises franches et partenaires, a appelé le gouvernement à respecter les accords conclus avec les bailleurs de fonds, car environ 200 000 emplois directs seraient menacés. Aujourd'hui,
Ce sont les employés du privé qui renforcent à leur tour leurs revendications pour l'application du nouveau salaire minimum de 360 000 arias. Et dans l'actualité sportive de ce soir, la République démocratique du Congo a quitté la compétition au stade des 16e de finale après son affrontement avec l'Angleterre hier soir. La défaite du Sénégal face à la Belgique a également été un véritable cauchemar. Jean-Claude Ndjemalal nous résume le déroulement de ces matchs disputés hier soir. La rencontre entre l'Angleterre et la République démocratique du Congo, disputée hier soir, a fait trembler les supporters anglais. La RDC a dominé les 70 premières minutes et mené au score 1-0. Ce n'est qu'à la 75e minute que Harry Kane a réussi à faire trembler les filets, permettant à l'Angleterre d'égaliser. Les Anglais ont ensuite repris confiance et à la 86e minute, Harry Kane a inscrit un deuxième but, offrant à son équipe le billet pour les huitièmes de finale. L'Angleterre affrontera donc le Mexique, pays hôte, au prochain tour. La défaite du Sénégal face à la Belgique a également été un véritable cauchemar. Les Sénégalais menaient 2-0 pendant 85 minutes. La Belgique a réduit l'écart à la 86e minute, puis a égalisé une minute avant la fin du temps réglementaire. La rencontre s'est donc poursuivie en prolongation et les Belges ont finalement inscrit un nouveau but à la 125e minute suite à un pénalty, décrochant ainsi leur qualification pour les huitièmes de finale. Le Mexique de son côté a connu un parcours plus clair face à l'Équateur hier soir. Dès la première mi-temps, les Mexicains menaient déjà 2-0, un score qu'ils ont conservé jusqu'au coup de filet final, ce qui leur permet de rejoindre les huitièmes de finale. Les États-Unis se sont également qualifiés en battant la Bosnie-Herzégovine 2-0 aujourd'hui. La rencontre entre l'Espagne et l'Autriche est attendue aujourd'hui. À l'international, toujours à Abidjan, des pluies torrentielles ont provoqué des éboulements de terrain dans plusieurs quartiers. Des habitations ont été ensevelies sous des tonnes de terre. Le bilan, encore provisoire, fait état de plusieurs dizaines de morts. Les recherches se poursuivent tandis que les autorités annoncent un renforcement des mesures de prévention. France 24. Sous la boue, des maisons, des souvenirs et parfois des familles entières. Aïssatou a perdu son grand frère, l'épouse de celui-ci et leurs enfants. Sa famille, sa femme, et tout ça partit ensemble. À quelques mètres de là, Isiaka fouille encore les décombres. Il espère retrouver quelques affaires, des traces d'une vie désormais ensevelie. Lui a survécu, mais dans la maison voisine, 10 personnes n'ont pas eu cette chance. Les gens sont venus à mon secours. Ils ont percé là, j'ai sorti, et fait sortir madame par là et les autres enfants. Et de l'autre côté là-bas, tous ceux qui se trouvaient là-bas, ils étaient déjà morts. Selon la météo, les pluies ont été d'une intensité exceptionnelle. En seulement 2 jours, près de 30% du cumul attendu pour toute la saison est tombé sur Abidjan. Sur Abidjan, on attend 414 mm de pluie. Quand nous faisons le cumul actuellement de ce qu'on avait enregistré depuis le début du mois de juin jusqu'à présent, on a enregistré 799 mm de pluie. Cette colline était déjà identifiée comme une zone à risque. Il y a eu des phases de sensibilisation et nos agents des services techniques ont même commencé à endommager certaines maisons. Mais le dos tourné la nuit, les gens reviennent. Au lendemain du drame, les opérations de recherche se poursuivent. Les équipes de secours fouillent les amas de terre à la recherche des personnes toujours portées disparues. Chaque heure qui passe réduit les chances de retrouver des survivants. Nous avons pu, à 7 heures, faire sortir 4 victimes, malheureusement décédées. Et il y a environ une dizaine de personnes qui manquent encore à l'appel. Face à l'ampleur du drame, le gouvernement s'est réuni en urgence. Parmi les premières mesures annoncées figure l'évacuation des populations vivant dans les zones identifiées comme étant à risque. Restons toujours dans le continent africain. Après plusieurs jours de manifestations et de violences, un retour au calme a été constaté en Afrique du Sud. Ces derniers mois, des violences xénophobes ont éclaté dans le pays, menées par des groupes de citoyens exigeant le départ des étrangers du pays. 25 000 d'entre eux ont déjà quitté le pays et sont rentrés chez eux au Zimbabwe, Mozambique, Ghana, Nigeria ou encore au Malawi où nous emmène France 24. Ahmadi Hassani vient de rentrer au Malawi. Il avait quitté son pays direction l'Afrique du Sud il y a 1 an pour trouver du travail.
J'ai quitté le Malawi pour l'Afrique du Sud à la recherche d'opportunités professionnelles afin de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Je suis parti le 22 février 2025 et à mon arrivée, tout s'est bien passé. Mais depuis plusieurs mois, des violences envers les étrangers sévissent en Afrique du Sud. L'immeuble où vivait Asseani a été attaqué par un groupe de citoyens. Ils ont forcé les portes et frappé les résidents. Après s'être réfugié dans un camp de fortune, Asseani a été rapatrié par bus au Malawi. Heureusement, j'ai fait partie de ceux à qui on a proposé un transport gratuit pour rentrer chez eux. Mais maintenant, nous n'avons plus rien à faire ici pour gagner notre vie. J'avais fui la misère et voilà que je suis de nouveau confronté. Il n'est pas le seul à être rentré au pays, craignant pour sa vie. Selon le journal Le Monde, 15 000 Malawites ont quitté l'Afrique du Sud avant les grandes manifestations du 30 juin dernier. Des groupes citoyens très structurés avaient sommé les étrangers de quitter le pays avant cette date, en dehors de tout cadre légal. Ils accusent entre autres les étrangers de prendre le travail des Sud-Africains. Cette première journée de mobilisation nationale était encadrée par les forces de l'ordre sud-africaines qui craignaient des débordements. Elles ont procédé à près de 900 arrestations pour violences et pillages à travers tout le pays. Et pour clore ce journal, partant en France, l'Aude est frappée par un important incendie attisé par les vents. Il avait démarré dans le département voisin, l'Hérault. Le feu a parcouru plus de 800 hectares et plus de 750 pompiers sont mobilisés. France 24 nous en dit plus. Les flammes emportent tout sur leur passage. Sur la commune d'Oupia dans l'Hérault où le feu s'est déclaré, la végétation très asséchée et les vents violents attisent les braises. Cet apiculteur est bien décidé à passer la nuit à surveiller ses ruches. Je suis là depuis 5 heures qu'on m'a prévenu et comme j'ai mes chiens ici, j'ai pas de jardin chez moi et j'ai mes abeilles ici, s'il faut débarrasser, c'est tout de suite et puis j'ai des amis qui sont prêts à venir m'aider. Plus de 500 pompiers sont mobilisés pour tenter de contenir le feu qui s'est propagé dans l'Aude. Il a déjà parcouru plusieurs centaines d'hectares et les flammes progressent toujours à certains endroits. L'idée, c'est vraiment que le feu ne descende pas le vallon, parce que juste en dessous, il y a des habitations. Ici, le feu est considéré comme fixé, mais le travail des pompiers se poursuit pour noyer les lisières. C'est pas éteint, ça couvre dessous, il y a une grosse couche d'épines de pin. Et là, on est encore en zone critique. Avec le vent qui pousse, ça risque de repartir. Face à la progression des feux, certains habitants des communes voisines ont été évacués. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée et très bonne continuation sur Viva. Au revoir.